podcast de l'association Adicar. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Coutan, je suis cardiologue dans le service de transplantation cardiaque de la Pitié-Salpêtrière et c'est avec grand plaisir que je vous présente les résultats d'une étude que nous avons menée avec les collègues de Los Angeles du Cedars-Sinai, avec le soutien de l'association Adicar qui m'a permis de partir en mobilité pendant près d'un an à Los Angeles pour travailler dans le plus grand centre de transplantation cardiaque mondial qui est le Cedars-Sinai à Los Angeles. Durant cette année, j'ai eu l'occasion de travailler sur un outil permettant d'évaluer avec plus de précision le risque de rejet que présente chaque patient transplanté afin d'individualiser le suivi après transplantation cardiaque. Et comme vous allez le voir, c'est une problématique qui est récurrente dans notre domaine. Alors, si jamais j'avais à présenter le rejet en transplantation cardiaque en quelques mots, ce serait de dire que déjà, il y a deux types, le rejet cellulaire et le rejet humoral ou médié par anticorps, dont on va discuter par la suite, que c'est une problématique qui reste fréquente malgré l'amélioration du traitement immunosuppresseur, et que ce rejet est le plus souvent infraclinique, c'est-à-dire que le patient ne se plaint de rien, son échographie est normale, son ECG est normal, son examen clinique est normal, et pourtant, il y a un épisode de rejet, et on veut les dépister tôt parce qu'on sait que les traiter tôt, ces épisodes de rejet, eh bien, ça améliore le pronostic du rejet. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas ou peu de biomarqueurs qu'on dit non invasifs, où il suffirait de faire une prise de sang ou un examen d'imagerie pour éliminer de façon formelle le rejet. Et ça, on ne l'a pas. Raison pour laquelle nous réalisons de façon protocolaire des biopsies endomyocardiques. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en pratique. Vous allez voir, c'est quand même assez significatif. Donc là, vous avez un de nos chefs de clinique qui va réaliser la biopsie. Donc, le patient est allongé sur le dos dans une salle dédiée. Et vous voyez que la première étape, c'est de repérer la veine jugulaire que vous voyez sur l'échographie. On va insérer un petit tuyau, un désilé, au niveau de cette veine jugulaire droite pour pouvoir ensuite passer notre pince qui va nous permettre de réaliser cette biopsie endomyocardique au niveau de la partie droite du cœur, au niveau du ventricule droit. Vous voyez qu'une fois inséré, le contrôle de la biopsie se fait sous scopie. On regarde avec une radio, si vous voulez, là où se situe la pince, et on vérifie qu'on a bien des extrasystoles ventriculaires, des petits battements prématurés qui nous disent qu'on est au bon endroit pour faire le prélèvement. Donc là, notre collègue est en train de faire le prélèvement, il ouvre la pince, il retire, et vous avez le petit fragment de myocarde que l'on met ensuite en analyse avec notre collègue d'anatomopathologie pour savoir si jamais il y a des signes de rejet sur la biopsie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette biopsie, rien qu'au cours de la première année, on l'a fait une grosse dizaine de fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet. Donc c'est un examen qui revient fréquemment, qui est invasif et à risque de complications. Et donc, on est dans une stratégie à l'heure actuelle de suivi protocolaire, systématique pour tout le monde, en opposition à ce qui pourrait être un suivi personnalisé. Notre problématique, c'est qu'on n'a pas d'outil à l'heure actuelle qui nous permet de stratifier individuellement le risque de faire du rejet. Et donc finalement, on applique un suivi identique à tout le monde, à la fois des patients qui sont à faible risque et des patients qui sont à haut risque. Et donc, c'est un petit peu dommage. Et donc, l'objectif de ce travail collaboratif avec les collègues de Los Angeles était de développer un score de risque robuste. Ce serait le premier score robuste développé sur autant de patients pour justement être capable d'être un petit peu meilleur et de stratifier individuellement le risque. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé ensemble, donc les collègues du CEDARS et nous de la Pitié, on a mis en commun nos bases de données de patients, et ça représente plus de 1300 patients, et on a analysé quasiment 13 000 biopsies, et on a recueilli énormément de données pour avoir un phénotypage très précis des patients et des résultats de chaque biopsie qui ont été réalisés au cours de la première année. Si jamais je vous présente très brièvement ce tableau, c'est pour comparer, comme on le fait de façon habituelle, les cohortes de patients. Donc là, c'était une partie de la cohorte américaine, une autre partie de la cohorte américaine pour pouvoir valider notre score, et ensuite les patients de la Pitié qui ont servi de validation externe pour s'assurer que le score qu'on développait aux États-Unis restait efficace et valable sur les patients européens, et en particulier les patients de la Pitié. Notre modèle de risque de rejet médié par anticorps au cours de la première année, il a inclus 5 variables qu'on dit indépendamment associées au risque de rejet, que vous avez ici sur la gauche. Le délai post-greffe,
plus on s'éloigne de la greffe, moins le risque de rejet est important. La survenue d'un événement immunisant avant transplantation, par exemple le fait d'avoir eu une grossesse, d'avoir été précédemment transplanté, etc., c'est un facteur de risque. Le fait d'avoir des anticorps dirigés contre le greffon, c'est pas très étonnant parce qu'on s'intéresse au rejet qui est médié justement par ces anticorps dirigés contre le greffon. Le fait d'avoir une dysfonction du greffon avec une faute d'orthographe, j'en suis désolé, au moment où on voit le patient en hôpital de jour, et le fait d'avoir fait du rejet depuis la transplantation. Et ce qui est intéressant avec notre score, c'est que ce score est évolutif, il va s'adapter au parcours du patient et au risque évolutif du patient. Les scores qui étaient à notre disposition à l'heure actuelle étaient un score global à l'échelle de chaque patient, alors que nous, on fait un score à l'échelle non seulement du patient, mais également au niveau de la biopsie de chaque patient. Alors ensuite, ça c'est un peu technique, mais on a voulu valider et vérifier les performances statistiques de notre modèle prédictif en regardant ce que ça donnait sur les patients de Los Angeles et sur les patients de la Pitié. Je vous présente ici les résultats concernant les patients de la Pitié. Et globalement, on a deux paramètres statistiques importants. La calibration qui est à gauche, qui est de savoir à quel point notre score il est capable de faire la différence entre les patients qui font du rejet et qui ne font pas du rejet. Et là, les performances sont bonnes. Et à droite, ce qu'on appelle la calibration, c'est de savoir à quel point la probabilité prédite, elle est identique ou non à la probabilité observée. Et ça fonctionne également très bien dans cette validation externe. Et donc, c'est plutôt rassurant. Dernier point que nous avons analysé, nous avons fait des simulations pour voir à quel point on pouvait impacter le protocole de biopsie des patients en appliquant ce score individuel de risque et de quantifier le nombre de biopsies qu'on pouvait éviter sans risquer de rater beaucoup de rejets. Et une fois de plus, on est sur quelque chose de plutôt efficace. Et la dernière partie de notre travail, c'est ce que je vous montre ici, ça a été de développer un outil qui est disponible sur Internet gratuitement en accès libre, où n'importe qui peut calculer le risque de rejet humoral du patient qui va en consultation en rentrant sa date de greffe, en rentrant la date de la consultation, et puis en rentrant les différents paramètres du score de risque dont on a discuté tout à l'heure. Et vous allez voir, voilà, quand on appuie sur Submit, on a l'évaluation individuelle du risque de rejet qui ici est très faible dans ce cas particulier. Et donc l'idée, c'est d'aider le clinicien dans sa décision de réaliser ou non une biopsie. Et puis à l'inverse, on va mettre un cas un peu plus compliqué avec plus de risque de faire du rejet. Vous voyez que là, on passe d'une probabilité qui était inférieure à 1% à une probabilité supérieure à 4% avec des paramètres qui s'ajustent pour chaque patient. Donc il s'agit d'une première étape importante qui nécessite, avant d'être utilisée en pratique clinique, une validation plus large. Mais déjà, cette étude est une première étape et nous avons pu la publier dans un bon journal, Circulation Heart Failure, l'année dernière. Et donc, en conclusion, nous sommes encore au stade de suivi protocolaire en transplantation cardiaque et l'objectif est d'arriver dans les années à venir vers un suivi individualisé. Cette étude est une première étape vers ce suivi individualisé, mais qui doit amener d'autres études, en particulier pour confirmer ces résultats. Pour ce faire, nous avons besoin de larges cohortes prospectives bien phénotypées et c'est pas facile en transplantation cardiaque parce que les plus gros centres de greffe font entre 90 et 120 transplantations par an et donc du coup, il est difficile d'obtenir de très larges cohortes et c'est pour ça qu'il faut collaborer, en particulier à l'international et c'est pour ça que cette bourse de l'association Indicar était primordiale pour qu'on puisse collaborer et pour la mobilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt. Au revoir.